alors j'appelle les jeunes start-upers ou les jeunes qui sont Émilie Corchia, cofondatrice de My Job Glasses. Bonjour. Est-ce que Moussa est arrivé? Moussa est arrivé? Non. Oui? Non. Et Patrick Lallemand, vice-président de la CNJE, Confédération nationale des juniors entreprises, entrepreneur lui-même. Vous êtes à l'incubateur HEC, Émilie, c'est ça? Vous êtes entrepreneur également, Pierrick? Actuellement en service civique. En service civique, d'accord. Alors, avec vous, comment dirais-je, on va passer à la séquence témoignage. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous avez entendu? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que c'est vous les poissons rouges dans le bocal qu'on regarde quand on est dans un incubateur? Alors moi, je viens tout juste d'arriver. Mais sur les questions d'entrepreneuriat, effectivement, les étudiants sont un peu sous le feu des projecteurs sur la question entrepreneuriale aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que l'éducation nationale et a priori tous les systèmes éducatifs vont pouvoir accompagner les jeunes dans leur démarche de construction et même d'intrapreneuriat quand on est en étudiant. Nous, aujourd'hui, on représente le premier mouvement associatif étudiant de France. Ce sont 22 000 étudiants et c'est 3 000 administrateurs dans les grandes écoles et universités qui intraprennent en quelque sorte dans leur école, dans ce qu'on appelle une junior entreprise, pour mettre en place des services intellectuels et des services à plus-value pédagogique pour les étudiants. Et au bout du compte, aujourd'hui, c'est un peu observé de loin par les différents systèmes d'accompagnement, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous dites, c'est que une association, quand on est étudiant, bah, c'est presque aussi important que créer sa boîte, parce que c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat. Exactement. On le voit notamment dans ce que mis en place. Je crois que le micro marche pas. Hein. Je veux pas. Mais depuis déjà 1 heure, donc il faudrait faire quelque chose. Désolé. Ah, voilà. Bah écoutez, je sors tout juste en fait d'un rendez-vous avec le chef de cabinet de Monsieur Gabriel Attal et effectivement il a dévoilé son plan de développement pour la vie associative il y a juste quelques jours et aujourd'hui être en association, les associations notamment dans les grandes écoles, c'est tout à fait en fait le lieu où on va acquérir les compétences qui nous sont nécessaires dans le monde professionnel plus tard. Et si je prends l'exemple des juniors entreprises, aujourd'hui un junior entrepreneur, moi j'ai été président de la junior entreprise de Neoma Business School à Rouen et aujourd'hui je suis pas encore sur le marché de l'emploi. J'ai déjà managé des équipes de 40 personnes. Aujourd'hui je suis en service civique à la Confédération nationale des juniors entreprises. J'ai 3 salariés, 20 bénévoles et un réseau de plus de 185 associations à gérer. Et je pense que c'est dans l'associatif, quand on est en école, quand on est en université, où on va acquérir les compétences qui finalement vont nous permettre d'être performants sur le marché de l'emploi, qui vont nous permettre de peut-être créer notre boîte. Je sais qu'aujourd'hui, 80% des anciens juniors entrepreneurs créent leur entreprise. On a beaucoup d'exemples, notamment à HEC. Et leur entreprise marche parce qu'en fait, ils ont déjà géré des employés, ils ont déjà managé, ils ont déjà été en face de clients, géré un portefeuille client. Ils savent ce que c'est, la relation client, ils connaissent. Et tout ça, on apprend des connaissances théoriques en cours, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est la pratique. Et c'est dans l'associatif qu'on pratique. Et c'est ce qui va permettre à nos étudiants aujourd'hui d'avoir un taux d'insertion professionnelle qui est bien supérieur à la moyenne. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. Il est où, monsieur Desseur? Émilie, alors d'abord, c'est quoi My Job Glasses? Alors, My Job Glasses, c'est le premier site de rencontre entre étudiants et professionnels. Nous, on a créé un site, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, aujourd'hui 1 jeune sur 2 en France, va quitter son premier emploi avant la fin de la première année, en sortie d'études. La plupart du temps parce que le job tel qu'il imaginait ne correspond pas à ses attentes. Et donc, il y avait un manque qui était de relier plus les jeunes aux entreprises et de leur permettre d'aller échanger pendant 1 heure, pendant leurs études, avec différents professionnels, à chaque fois en one-to-one, pour découvrir les métiers et se créer un premier réseau. Ce premier réseau qui est si important et qui explique que quand on est plus âgé, quand on a plus d'expérience, 80% des postes sont pourvus via le réseau, et qu'il y a encore une population qui, dans la plupart des cas, répond à des annonces, c'est les jeunes, et ce qui leur manque, c'est le réseau. Donc nous, on vient combler un petit peu ça, en permettant à tous les jeunes de se créer un réseau et de découvrir les métiers, en allant échanger avec des professionnels.
Racontez-nous votre histoire. Alors justement, où est-ce que vous en êtes en fait aujourd'hui? Comment vous y êtes arrivé? Alors moi, mon histoire personnelle, c'est que j'avais travaillé 10 ans dans un grand groupe avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vous rejoins un peu sur le fait aussi de se lancer dans un deuxième temps. L'entreprise a bientôt 3 ans et on est 17, donc on est les plus gros au sein de l'incubateur HEC aujourd'hui à Station F, à quelques pas d'ici. L'entreprise se développe bien. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de personnes qui sont présentes ici, d'écoles, de commerce et d'ingénieurs, qui nous accueillent pour venir justement travailler avec eux et permettre à leurs étudiants de découvrir le réseau. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ouvrir notre réseau à des étudiants, donc aujourd'hui c'est ouvert à tout étudiant du supérieur qui peut venir gratuitement s'inscrire et rencontrer des professionnels, c'était bien, mais pour que ça marche vraiment, il fallait le faire aussi dans un cadre académique et pédagogique. Donc aujourd'hui, on travaille avec des écoles et des universités, on vient s'intégrer dans les cursus pédagogiques des écoles. On vient dans un premier temps former les étudiants à la démarche réseau, parce que c'est quelque chose de très important. Et un point qu'on n'avait pas, nous, anticipé au moment où on s'est lancé, c'est qu'il y a une espèce de plafond de verre aussi chez les jeunes, et que le réseau, quand on n'a pas l'habitude, ça fait peur, et on ne sait pas forcément s'y prendre, et on n'ose pas forcément aller rencontrer des professionnels qu'on ne connaît pas. Donc même au sein des grandes écoles, on intervient à Polytechnique, à HEC, à Neoma, beaucoup d'écoles, je n'aurai pas le temps de toutes les citer. Mais l'idée, c'était de se dire que ça nous a étonnés, nous, au départ. On pensait que le plus difficile, c'était de leur donner accès au réseau. Et on s'est rendu compte très vite qu'il fallait en fait également les accompagner et leur montrer à quel point c'était important d'aller rencontrer des professionnels très jeunes dans leur cursus, dès les premières années d'école, pour justement se créer ce réseau et ces opportunités, et surtout s'assurer de comprendre au fur et à mesure qu'on a des clichés sur les métiers et que le meilleur moyen en fait pour avoir une vraie idée, trouver les bonnes options, se spécialiser comme il faut, trouver les bons stages, les bonnes alternances, c'était d'abord d'aller rencontrer des professionnels pour voir ce qui se cache derrière les métiers. Et donc aujourd'hui, on est présent dans les écoles, on intervient, on se déplace un peu partout en France, on va former les étudiants à la démarche réseau, leur donner tous les bons conseils pour pouvoir réaliser leurs entretiens. Et derrière, ils ont dans le cadre de leur cursus un certain nombre de rencontres à réaliser pour justement faire en sorte de les pousser aussi à aller tester le réseau et à aller voir que c'est intéressant d'aller rencontrer des professionnels, que finalement un professionnel, c'est quelqu'un comme vous et moi, et que c'est intéressant de venir nous rencontrer en amont parce que justement, ils vont pouvoir découvrir la face cachée des métiers, poser toutes les questions sans tabou, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont dans le cadre d'un entretien d'embauche. Finalement, c'est un petit peu trop tard. Donc, ramener tout ça plus tôt et faire en sorte qu'on puisse avoir des échanges de qualité. Alors, comment vous avez fait 17 personnes, c'est beaucoup d'argent, hein, ouais. Les salaires tous les mois à sortir. Tout à fait. Ouh là 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 là. Comment vous avez financé les premiers temps? Comment vous avez le petit bois pour allumer le feu et pour démarrer le business? Alors, différentes choses. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a participé à beaucoup de concours. Et on a gagné. Il faut rappeler quand même que la France, il y a, je crois, 2000 ou 3000 dispositifs en France pour financer. Je crois que c'est... Tout à fait. Il faut se rendre compte qu'en France, on est bien aidé. Confirmé, M. Boissin, c'est ça, c'est 2000, hein, j'ai ça en tête. Donc on a gagné de nombreux concours, on avait 3 mois d'existence, on avait déjà 60 000 € sur le compte en banque. Donc ça, c'était pas mal. Ah oui. On a notamment on a fini premier du concours La Fabrique à Viva, qui est un concours de l'ESS qui mettait en avant les entreprises qui aidaient dans l'économie sociale et solidaire. Et donc on a été grand gagnant de la catégorie Soutenir l'emploi. Et donc du coup, c'était déjà 50 000 € en quelques mois seulement d'existence qui nous ont bien permis d'accélérer et de développer. On a fait appel à des juniors entreprises pour nous aider à créer la solution au départ. On est passé par Télécom Paris. Et d'ailleurs, notre CTO aujourd'hui est l'étudiant qui avait fait ce travail pour nous et qui, d'un coup, après, a été en fin d'études et a pu rejoindre la start-up. On a également bénéficié, puisqu'on était donc 2 fondateurs à la base, tous 2 issus, avec 10 ans d'expérience professionnelle. Donc on a bénéficié de Pôle emploi aussi, qui est un merveilleux moyen pour nous aider à créer. Non mais c'est vrai, on ne le dit pas assez, et c'est un vrai moyen de nous aider à créer au départ. Et puis on a eu des premiers clients. Donc chez nous, ce sont les entreprises qui financent. On est totalement gratuit pour tous les étudiants et pour tous les établissements du supérieur. Donc c'est des clients entreprises qui financent la plateforme. Donc on a eu du premier chiffre d'affaires. Et on a eu également une première levée de fonds d'1 500 000 € l'été dernier, qui est venu nous aider aussi à financer tout ça. Vous avez pensé au commercial, je crois que c'est important. Ouais.
capter de l'argent là où il y avait une MAD, en fait. Tout à fait. C'est un effet d'aubaine, mais aussi très tôt penser au commercial. Je crois que c'est aussi un sujet... Pierrick, le sujet commercial, développement commercial, vous disiez j'ai managé des équipes, j'ai été voir les clients. Je crois que c'est une préoccupation qu'il va avoir très tôt. Et c'est peut-être ça aussi la différence entre un créateur d'entreprise. Il n'est pas que dans le projet, il est aussi dans le service et délivrer le service et le vendre. En fait, quand on est confronté réellement à des clients et qu'on essaie de développer une activité, que ce soit en association ou quand on lance sa boîte, finalement, au bout du compte, on va se rendre compte d'une chose, c'est que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et que avoir un réseau, c'est bien, connaître des gens, c'est très bien, mais au bout du compte, si on n'a pas d'argent, on ne fait pas grand-chose. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir rencontrer et solliciter les bonnes personnes, les bons acteurs pour en fait, tout simplement pouvoir entreprendre. Et ensuite, une fois que on lève 20 millions, on a la liberté... Oui, 20 millions, je comprends que vous ayez la liberté en même temps. Oui, oui. 20 millions. Vous n'avez pas levé 20 millions, dire? Non, pas encore. Parce qu'il vous a regardé, en fait. Je me suis dit peut-être que j'ai raté un épisode. Non, mais... non, pas encore. Mais par contre, j'avais entendu 20 millions, désolé. 1,5 million. Mais par contre, il y a un autre acteur aussi qui est extrêmement important, c'est les incubateurs. Et moi, donc, du coup, je suis dans un incubateur d'école, je suis à l'incubateur HEC. C'est incroyable l'aide et le réseau que ça nous apporte. Ça nous aide à trouver des investisseurs, ça nous aide à trouver des clients, ça nous aide à formaliser notre business plan et à vraiment se lancer. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi qu'on est à l'incubateur HEC. On est sans doute les plus vieux, on reste tous les 3 mois, on est gros, on avance, donc voilà, on est bien accompagné. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme réseau derrière nous. Il faudrait penser à sortir un peu. Hein. C'est l'effet Alors Tanguy, la prochaine levée ouais. arrive là et normalement on part. Quand même. Parce que oui, mais 17 personnes, il faut aussi pouvoir après... les loger, oui, bien sûr. Et voilà. Mais après, c'est intéressant aussi, et c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est que le fait que nous, on soit aussi dans l'incubateur HEC, on va aider les jeunes pousses qui nous rejoignent. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ce transfert d'expérience à tous les niveaux au sein de l'incubateur. La prise de risque, vous deux, là, alors on en a parlé aussi, cette prise de risque, ce feeling qu'on ressent quand on sort diplômé ou même quand un petit peu après, comment on le vit? Parce que, alors, Pierrick et Émilie, est-ce que vous avez conscience du risque? Ou comme disait M. Boissin, finalement, ça fait partie d'un trip parce que c'est une expérience, comme voyager à l'étranger, où finalement, il y a une dose quand même d'adrénaline quand on se lance. Quand on a 17 salaires à payer, je vous assure que le risque, on le comprend. Vous n'avez pas 17 salaires quand vous avez commencé. Non, pas au départ, mais je veux dire, du coup, quand on a commencé, on a quitté un emploi très fortement rémunéré pour se relancer dans quelque chose d'autre. Donc il y avait déjà une prise de risque, mais il y avait aussi une obsession, une vraie volonté de changer les choses. Et donc du coup, si on devient passionné et un peu obsédé par son projet et qu'on a vraiment envie d'impacter les choses, je pense que ça nous donne justement cette force pour dépasser le risque et dire que ça vaut le coup de le faire. Sachant qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus le coup de le faire qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et nous on le voit beaucoup, un start-upper qui échoue, c'est un start-upper qui arrive à très bien se revendre sur le marché du travail derrière. Donc on prend moins de risques aujourd'hui qu'on aurait pris de risques il y a quelques années. Ça, c'est quelque chose de clairement important. Sometime I win, sometime I learn. Exactement. J'adore cette phrase. C'est Nelson Mandela, pardonnez-moi. Donc voilà, c'est un peu ce que vous dites. Et moi, je suis totalement d'accord. Je pense que finalement, le risque, en fait, c'est ultra stimulant. Même quand on est... moi, je suis encore étudiant, donc finalement, je ne prends pas tant de risques que ça en soi. Mais j'ai eu des modifications dans mon parcours aujourd'hui, et même en junior entreprise, finalement, on modifie son parcours pour avoir le temps de développer sa junior entreprise pendant ses études. Et en fait, je pense qu'en France, il y a, à la différence peut-être d'États comme les États-Unis, on a un peu peur de l'échec. Alors qu'on ne devrait pas. Finalement, comme tu dis, une personne qui échoue, en fait, c'est une personne qui apprend. Et c'est là qu'on va pouvoir avancer. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Ah, pardon. Mais j'étais d'accord. Oui, mais j'étais d'accord. Il a fait passer le même message avant. Non, mais voilà, je pense qu'il faut aller au-delà de cette peur du risque. Et même quand on est pendant ses études, oui, au début, on n'a pas l'habitude d'essayer de cultiver un réseau, on n'a pas l'habitude d'être en face d'un professionnel. On va avoir l'impression que la personne d'en face a 40 ans d'expérience, nous 40 ans de pas d'expérience. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a comme proposition de valeur? En fait, on a notre jeunesse et on a notre envie de réussir, notre envie d'entreprendre. Et c'est ça qui va faire que ça marche, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on prend des risques.
Et c'est quand on se rend pas compte qu'on prend des risques qu'en fait on va avancer le plus vite. Faut être un peu inconscient, hein, c'est ça? C'est ça, Émilie? Je sais pas si j'imagine vos parents. Quoi? Tu vas laisser tomber ton job en or? On t'a fait faire des études qui nous ont coûté une fortune pour monter une boîte. C'est ça, non? c'est un peu ça, mais ça peut marcher, et aujourd'hui ça fonctionne, et je regrette rien. Et d'ailleurs, j'ai rien regretté pendant les 3 ans, et souvent je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui permet. Alors je pense vraiment que quand ça marche, c'est super, mais que quand ça marche pas, c'est super aussi, parce que clairement derrière, on apprend des choses et on peut le revendre. Donc ça, c'est l'encouragement pour dire à d'autres que c'est possible, et qu'il faut le faire, parce que si on sent qu'on va apporter quelque chose, que c'est quelque chose d'intéressant et que ça peut marcher, ben on va apprendre énormément au passage, et plus encore mieux derrière. Pierrick, vous avez envie de monter une boîte, vous faites parce que c'est un sujet, vous avez été entrepreneur à votre façon, à votre manière quand vous étiez étudiant. Aujourd'hui, vous avez une fonction au sein d'une association, petite entreprise. Est-ce que derrière, c'est votre ambition? Alors, il faut savoir que chez les juniors entrepreneurs, 80% des juniors entrepreneurs entreprennent. Comme l'exemple de My Job Glasses, souvent c'est un étudiant qui a travaillé pour une entreprise et qui derrière se fait finalement embaucher par l'entreprise. Donc moi, entreprendre, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire plus tard, oui. Monter ma boîte, parce que je pense que, en fait, ce qui manque, c'est avoir des responsabilités, c'est porter à cœur un projet. Et ça, c'est tellement stimulant que je pense que oui, dans quelques années, Vous avez l'idée? Un projet. Le responsable de l'ESCA nous disait... j'aimerais bien qu'on nous aide à trouver une idée au sein de l'école. Alors vous avez un nouveau directeur qui est pas mal entrepreneur, hein, je peux vous le dire, Jean Charouin. Il va mouliner, hein, je peux vous le dire. Alors des idées, j'en ai plein. Des idées, on en a plein. Maintenant, il s'agit de trouver la bonne et de pouvoir réfléchir avec les bonnes personnes. Et de bien s'associer, c'est le point le plus important. Oui, ou de ne pas être associé. Il y en a qui n'ont pas besoin d'associer. On peut rester seul. Ça veut dire quoi? On peut rester entrepreneur et maîtriser ses pourcentages, enfin maîtriser sa gouvernance. Je dis ça parce que je parle d'expérience, pardonnez-moi. Madame. Oui, bonsoir, Claire Tagambata, Groupe ESSEC. Il y a une chercheuse américaine qui a mis en évidence qu'à travers les principes d'effectuation que probablement d'autres personnes dans la salle connaissent, qui explique que le risque est toujours mesuré par l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à chaque étape de son développement, il va mesurer ce qu'il est prêt à perdre. Tout à fait. Et il va... voilà. Donc je voulais savoir si effectivement, parce qu'on a dans la salle... Mais vous n'avez peut-être pas grand-chose à perdre en même temps. Peut-être des futurs entrepreneurs, mais à tous les niveaux. Vous aviez beaucoup potentiellement dans l'esprit et dans ce que la société... va regarder dans votre parcours, dit bah oui, vous avez pris un gros risque, et donc je voulais savoir si effectivement vous avez perçu si vous avez à chaque fois, à chaque étape, remesuré votre risque pour décider de poursuivre ou d'arrêter. Alors, on a eu la chance de pas vraiment être dans une situation où on se demandait si on devait arrêter. Les choses ont plutôt bien commencé pour nous depuis le départ et on a avancé. Mais c'est vrai que pour moi, le principal risque, et ce qui me sécurisait d'une certaine manière, c'est le chômage. On avait un espèce de parachute qui me disait qu'on savait combien de mois il nous restait de chômage. Et donc on regardait comment les choses avançaient en se disant, au pire, voilà. Donc je ne sais pas comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu de chômage. Ça, c'est une autre question. Après, encore une fois, on a eu de la chance. Les choses se sont bien lancées pour nous. On est tombé au bon moment avec l'idée qui marchait bien. Et on était très bien accompagnés. Donc, on a pu à chaque fois regarder les choses. Et même quand... parce qu'il y a eu des situations difficiles, il y a eu des moments où le cash partait. Et comme on était très gros, vous regardez très vite devant vous. Même si vous levez des fonds, même si vous avancez... Quand vous avez 17 personnes à payer à la fin du mois, le cash part vite aussi. Donc on est toujours dans cette... et puis si ça se trouve, dans quelques mois, ça sera fini pour nous aussi, on n'est pas capable de dire. Mais c'est vrai qu'on regarde et qu'on essaye d'anticiper le plus possible et qu'on essaye de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Après, on passera la parole à Moussa Camara qui vient de nous rejoindre. Vous voyez, les présidents des déterminés, les déterminés, c'est ça. Non, Pierrick dit un mot et puis Moussa dire un mot pour expliquer ce qu'il fait. Non, moi je voulais juste compléter de mon point de vue en fait et du point de vue de beaucoup d'étudiants avec qui j'ai la chance de travailler aujourd'hui, c'est au pire ça marche. Et
Et finalement, quand on est aussi investi dans son projet, bah, qu'est-ce qu'on a à perdre si ce n'est la passion pour son projet et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Vous avez dit qu'effectivement il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui sont là pour aider si on échoue. Bah, faut s'en rendre compte. Et aujourd'hui, quand on est diplômé d'une grande école ou d'une université, on a toujours les autres sur qui s'appuyer. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important de ne pas être seul et d'être plusieurs. Mais je pense que la maxime sur laquelle il faut rester, c'est au pire ça marche. Et quand on entreprend, c'est vraiment ce qui nous drive. Ça va marcher et voilà. Jusque-là, tout va bien. Moussa Camara. Alors, l'association, vous nous dites d'abord, vous êtes là sur une conférence, une après-midi sur l'entrepreneuriat étudiant. Vous avez, c'est une association et vous avez un regard sur les jeunes entrepreneurs particuliers. Les jeunes et les moins jeunes. Mais en tout cas, le message, il est porté dans le nom de l'association. Les déterminés. Je crois qu'il faut être déterminé quand on est entrepreneur. C'est le mot d'ordre, très important. Déjà, merci, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Moussa Camara, je suis entrepreneur et j'ai lancé il y a à peu près 4 ans un projet qui s'appelle Les Déterminés. Qu'est-ce que c'est Les Déterminés? En fait, c'est un programme de formation qui est gratuit et qui s'adresse à un public dans les quartiers populaires et dans les territoires où on va sourcer des personnes qui ont une envie d'entreprendre ou qui sont entrepreneurs, qui ne savent pas par où commencer, qui parfois s'autocensurent. Et nous, notre rôle à nous, c'est de pouvoir les accompagner. Donc le but de l'association, c'est un peu de démocratiser l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux. Et on le fait par le biais d'une formation. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on s'est lancé. On a formé plus de 130 personnes pour développer leur projet. Il y a plus d'une 50aine de créations d'entreprises. Dans ces créations d'entreprises, il y a à peu près une 20aine de créations d'emplois en CDD, en CDI. Et ça, pour nous, on en est fiers parce qu'on est parti de rien du tout. Et moi, avec mon parcours d'entrepreneur, j'ai grandi dans un quartier à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, qui a connu un grand programme de rénovation urbaine. Le quartier avait été stigmatisé de ghetto social. Et à l'époque, le maire a décidé de totalement détruire le quartier pour reconstruire de nouveaux habitants, de nouveaux logements. Ça avait été très très mal vécu de la part des habitants et petit à petit, à la même année, je crée ma première entreprise. Le fait d'avoir créé ma première entreprise, j'ai eu une opportunité. Je me sentais pas forcément entrepreneur parce que ni dans mon entourage ni dans ma famille il y avait des profils d'entrepreneurs et l'idée de pouvoir se lancer dans une aventure entrepreneuriale comme ça, pour moi, elle a été difficile parce que j'avais cette volonté, j'avais cette détermination, cette envie de vouloir saisir cette opportunité. En plus, comme on le disait précédemment, j'avais pas forcément grand-chose à perdre. Et finalement, le fait d'être isolé, d'être tout seul, d'être pas dans un écosystème entrepreneurial et de se lancer à l'aveuglette, bah finalement, j'avais 2 choix. Soit échouer, soit réussir. Mais grâce au travail acharné que j'ai fourni, ça m'a permis de développer déjà mon propre emploi, de créer d'autres emplois et d'apporter une dynamique économique dans mon quartier qui connaissait plein de difficultés. Et finalement, il y en a d'autres qui ont voulu faire la même chose et qui ont lancé un peu leur business. D'où l'idée des déterminés, c'était de se dire, en fait, la capacité à sourcer des personnes, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément eu un bon parcours scolaire, qu'on n'est pas forcément des bons endroits, qu'on n'est pas en capacité de porter des projets innovants, de porter des projets entrepreneuriaux. Et l'idée et le but de ces déterminés, c'est de pouvoir favoriser une réussite sociale de nos territoires par une réussite économique, par les entrepreneurs, parce qu'on est convaincu et on croit que par la réussite économique et par des nouveaux modèles entrepreneuriaux qu'on pourra essayer de sortir ces quartiers de ces En fait, votre idée, c'est pas d'avoir forcément de l'argent pour aider, identifier, motiver et organiser un peu et préparer. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir chez nous avec des bonnes idées, bonnes motivations, mais parfois ils ne sont pas forcément structurés. Pourquoi ? Parce que autour, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un écosystème entrepreneurial qui était présent, des chambres de commerce, des incubateurs de grandes écoles, des incubateurs, des réseaux d'accompagnement, etc. Mais souvent, des entrepreneurs qui étaient dans nos territoires, bah, finalement, ils n'avaient pas l'information
où quand ils allaient tout de suite vers ces réseaux-là, ils ne se sentaient pas forcément légitimes, ou on ne les comprenait pas parce que parfois c'était une différence de code. Donc nous, on s'est dit qu'on allait sourcer ces personnes qui étaient motivées, qu'on allait les préparer, les former, leur donner toute la structuration possible pour que leur projet puisse se développer et, in fine, les connecter à tous ces réseaux qui existent. Voilà. Donc on est bien d'accord, hein, pour reprendre ce que vous disiez, c'est sûrement la sensibilisation. Hein. Dès qu'on est dans l'information, la sensibilisation. Vous avez été bien formés, vous, au fait, vous deux, là, quand sur la notion d'entrepreneuriat? Bah, oui, j'ai l'impression qu'on était bien formés. Et puis informés. Informés, oui. D'accord. Oui. Sinon, oui. Après, on s'est renseigné. Enfin, je me suis renseignée aussi et très vite, on s'est rapproché des incubateurs et donc on a eu toutes les informations qui étaient nécessaires. Mais pour moi, de mon côté, pareil, vous avez le sentiment qu'en sortant de l'école, vous avez aussi les informations et les inputs qui vont bien pour éventuellement se lancer. C'est de plus en plus pris en compte dans les parcours scolaires. Moi, dans mon école, en fait, j'ai fait un parcours qui s'appelle déjà parcours entrepreneuriat associatif. Ah oui, d'accord, mais c'est pas du jeu alors. De fait, j'étais pas mal informé. Après, je pense que la première démarche quand on devient entrepreneur, finalement, c'est cette démarche de s'informer, de soi-même aller voir quels sont les dispositifs qui vont pouvoir m'aider. Et quand on est entrepreneur, on a une idée et on a besoin de gens pour nous aider. Et déjà, cette démarche d'aller chercher qui va nous aider, qui peut nous aider, comment ils vont nous aider et pourquoi j'ai besoin d'eux, bah, c'est déjà entreprendre et c'est un bon début. Je pense que si on n'a pas cette curiosité au départ, c'est problématique. Après, il faut avoir les endroits où on peut aller la chercher. Donc ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est cet accompagnement. Ouais. Et c'est le fait. Mais je pense qu'en France, on a vraiment cette chance-là aussi, d'avoir énormément de choses qui sont faites, aussi bien au niveau public, que après, quand on a la chance d'avoir fait une grande école, de pouvoir se rapprocher aussi d'incubateurs. Et il y a énormément d'acteurs qui sont là pour nous aider au quotidien. Et au-delà même des incubateurs, nous, on fait partie du réseau Entreprendre Paris, on fait partie de Wilco. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mis autour et qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement accompagné par l'incubateur HEC, mais on a aussi plein d'autres programmes d'accompagnement autour de nous qui viennent rajouter nourrir un peu la réflexion. Exactement. Moussa Camara, tout à l'heure, on abordait, avant que vous arriviez, la notion du risque. Est-ce que, quand on crée sa boîte, et ceux qui viennent vous voir, ou même vous-même, vous aviez ce risque en tête où il faut une certaine inconscience, ou mesurer ce risque et se dire jusqu'où, comme vous disiez, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? C'était le terme. Pour nous, le risque est très important et le fait de mesurer ce risque-là est important pour nos entrepreneurs. Parce que parfois, certains ont zéro. Les peu d'économies qu'ils ont, ils l'investissent dans leur projet. Et l'idée, c'est de prévenir ces risques-là parce que c'est entreprendre aussi. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de temps. Ça peut être un sacrifice familial. Quand vous avez une famille et tout, c'est du temps que vous ne passez pas avec eux. Vous ne passez pas avec eux. C'est aussi des sacrifices financiers que vous pouvez aussi avoir. Donc nous, à chaque fois je reviens d'une session, on lance notre prochaine promotion déterminée. Et toute cette semaine, on reçoit que des candidats. Et là, je reviens d'un jury. Et demain, ça va continuer. Et nous, la première question qu'on leur pose, quelle est votre situation familiale et votre situation économique actuelle, pour qu'on puisse les prévenir de ce que c'est l'engagement autour d'un projet entrepreneurial, parce que c'est très important. Nous, ce n'est pas l'idée de vendre du rêve en disant que tout le monde peut devenir entrepreneur et que tout le monde sera entrepreneur. C'est faux. Certains ne seront pas forcément entrepreneurs parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'autres qui ont mesuré ces risques-là peuvent se dire, bon, c'est un choix, je sais où je mets les pieds et je fais ce sacrifice-là parce que je crois en mon projet, je crois à la passion pour développer mon projet et tout ça, je vais m'investir à fond, à 100%. Donc c'est pour ça que c'est très essentiel avant de sélectionner une personne chez nous, on le met en garde par rapport à ça. Et après, une fois qu'on l'a mis en garde, sans le faire peur, c'est comment nous on l'accompagne pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent prendre le moins de risques. Parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent, il y a plein de choses, il y a plein de structures d'accompagnement, etc. La problématique qu'on a, nous, c'est déjà de donner l'information à tous, parce que parfois, on peut se dire, ouais, mais tu veux entreprendre, tu peux aller voir tel réseau. Mais quand vous êtes dans un quartier où vous n'avez pas forcément toute cette information, le fait de donner ces informations est déjà important. La deuxième chose, c'est d'accompagner, nous, nos entrepreneurs et nos porteurs de projets,
vers ces dispositifs. Et ça, c'est autre chose. Parce que parfois, il y a des critères de sélection. Quand on vous parle, nous, on a vu des entrepreneurs qui sont venus chez nous, ils n'avaient même pas un business plan. Mais pourtant, ils avaient un bon projet. Donc, on les accompagne, on les aide à structurer parce que parfois, ils ne savent pas forcément faire le... Même moi, quand j'ai monté ma boîte, je ne savais pas du tout ce que c'était un business plan. Si on m'avait dit qu'il fallait un business plan pour entreprendre, peut-être que je n'aurais jamais entrepris parce que je n'avais pas les capacités, la connaissance et j'avais personne autour de moi pour pouvoir m'aider à le faire. Donc l'idée, nous, c'est vraiment de repartir sur la motivation, la détermination de la personne. C'est de voir avec elle pour qu'elle puisse mesurer ses risques avant de se lancer. Et c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, là, on l'aide et on met des gens compétents. C'est-à-dire autour de nous, on a des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent tous ces domaines. Parfois, c'est des professeurs, des entrepreneurs, des professionnels dans leur domaine qui nous aident à structurer le projet avec la personne pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et c'est vrai que ces réseaux-là, de leur amener des entrepreneurs après nos formations, ont plus de chances de rentrer dans ces réseaux. En plus, ils connaissent, ils ont la compréhension de ces codes-là, de tous ces termes entrepreneuriaux qui sont présents. Et là, en fait, on arrive à augmenter la chance de survie. Comme voilà. Émilie, est-ce qu'on vous a challengé au début? Vous y a des gens qui vous disent mais Émilie, mais c'est n'importe quoi ton truc. Alors, on nous a plus challengé sur le constat de base. Il faut que je revienne un petit peu en arrière. Nous, si on a lancé My Job Glasses, c'est parce qu'on avait beaucoup d'amis autour de nous, entre 30 et 40 ans, qui étaient issus comme nous de grandes écoles, qui avaient fait des grandes études, qui avaient des super postes sur le papier, qui gagnaient très bien leur vie. Et pourtant, qui n'étaient pas contents d'aller travailler tous les lundis matin. Et qui étaient malheureux, voilà. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que ça venait souvent de choix faits par défaut sur les bancs d'école. Et donc, on s'est dit, avant de changer les choses pour eux, il faut d'abord qu'on fasse en sorte que les nouvelles générations ne soient pas dans ce cas-là. Et au début, quand on était en train de réfléchir au problème, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient, des gens malheureux au travail, ça existe depuis des décennies. Et c'est pas vous qui allez arrêter ça. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec votre histoire. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et vous ne pourrez rien y changer. Donc ça, c'était le départ. Et puis nous, on a persisté en disant qu'il y avait un moyen de changer les choses, c'était de faire en sorte que les nouveaux soient jamais dans la situation de nos amis, parce qu'eux pourraient choisir par conviction, parce qu'on allait leur permettre de se créer un premier réseau, on allait leur permettre d'avoir les codes, d'aller rencontrer des professionnels, et aussi bien pour des étudiants de très grandes écoles que pour des étudiants d'université ou de BTS. Donc ça, c'était la volonté, et c'est vrai qu'on a eu au départ des gens qui nous disaient qu'on se battait un peu contre un système, mais qu'on ne pourrait pas le changer. L'une des leçons, c'est qu'il faut parfois aller contre l'opinion générale. C'est vrai. Ouais. À partir du moment où on apporte une solution qui est vraiment nouvelle, et on va montrer ça, que... On le sait que des années après. On le sait qu'après, oui, on le sait qu'après, en effet. Mais ça veut dire que la capacité de conviction et d'engagement de l'entrepreneur est évidemment décisive. Ouais. Je crois que Moussa, c'est ça que vous évaluez, si c'est la capacité à renverser des montagnes chez vos entrepreneurs. Parce que ça, c'est... Il faut avoir beaucoup de résilience. Il ne faut pas lâcher, parce que c'est dur l'entrepreneuriat, mais c'est passionnant. Et moi, ce que je dis à mes entrepreneurs, tout le temps, la première chose, le premier jour, ils commencent la formation. C'est une formation qui dure 6 mois, avec 8 semaines intensifs, à temps complet. Et le premier jour qu'ils rentrent, je leur dis déjà, première chose, si vous êtes là, c'est que vous l'avez choisi et vous l'avez mérité. Deuxième chose, c'est que si vous êtes là parce que votre ambition et votre but, c'est de gagner beaucoup d'argent, arrêtez la formation et faites demi-tour. Jouez au loto. Voilà. La troisième chose, c'est que peut-être vous allez réussir, peut-être que vous n'allez pas réussir, mais l'objectif, c'est d'aller au bout. Et c'est que si la réussite, pour moi, c'est quand ils se lèvent tous les matins, ils sont contents de venir travailler pour leur projet parce qu'ils ont choisi un projet, ils ont choisi une aventure entrepreneuriale qui n'est pas facile, mais c'est ça qu'ils ont décidé, tout ça, c'est déjà là la clé de la réussite. Nous, on a eu des personnes, ils étaient plus du tout dans des cases. Ils avaient arrêté l'école très tôt, ils pouvaient plus se confronter dans un espace collectif avec d'autres camarades et tout. Finalement, au bout de quelques semaines, ils ont totalement changé. C'est parce que et en plus, c'était les personnes qui étaient les plus assidues, parce qu'ils avaient décidé d'être là pour un projet qu'ils ont choisi et pas qu'on a choisi à leur place. Et ça change tout. Ça change tout. Et cette capacité à se dépasser, elle vient de là, en fait.
c'est là. On voit bien, y compris dans les incubateurs, hein, ce qui compte, c'est ce que va décider l'étudiant. Hein, on aura beau avoir des bons profs, des bons intervenants, des beaux bureaux de coworking, des bons incubateurs. Au fond, c'est la personne qui va faire la différence. Hein, parce que c'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est clairement ce qui nous motive au quotidien. Et c'est pour ça que moi, souvent, on rencontre beaucoup de jeunes et on a beaucoup de professionnels sur la plateforme qui font plein de métiers, mais il y a de plus en plus de jeunes qui veulent être entrepreneurs. Oui. Donc moi, je suis très très contactée, et parce que c'est plus simple pour eux, parce que si j'ai créé la plateforme, c'est que je suis vraiment à leur écoute. Et puis comme je vais faire les formations aussi dans les écoles, et donc du coup, ils viennent souvent nous voir, et ce qu'on leur dit, c'est avant tout, soyez vraiment passionnés par votre projet et soyez convaincus, parce que c'est vraiment cette force-là qui va les animer et qui va leur permettre de passer outre le risque et tout le reste, et d'être motivé. Donc la motivation, c'est clé. Et c'est pas un vain mot, hein, parce que souvent, il faut être motivé, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Non, là, il faut le vivre au quotidien. On est motivé ici, là et ailleurs, seul ou avec, mais toujours. Matin, midi et soir, la nuit, tout le temps, c'est le projet qui porte. André, on est bien? On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Moi, je trouve ça passionnant, ce que vous dites. Non pas que ce qu'ont dit les autres n'était pas intéressant, mais ce que vous dites est passionnant. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, en fait, on va profiter de vous avoir, qu'est-ce qui vous a manqué dans votre formation, dans vos parcours, que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas eu et qu'on pourrait aujourd'hui, nous, école, établissement, essayer le mieux possible de donner aux jeunes étudiants qui sont dans votre situation il y a quelques années ou juste là? Alors, pour être en plein dedans, aujourd'hui, quand on est étudiant en junior entreprise, on fait face à deux choses, à des clients et à une administration d'école. L'administration d'école, sans vouloir vous offenser, et je sais que le terme administration n'est pas le meilleur terme, c'est une machine qui est difficile à bouger, et on le comprend tout à fait, mais aujourd'hui, il faut travailler avec vos étudiants. Aujourd'hui, l'étudiant, tout ce qu'il voit, c'est des discours du non mais vous êtes étudiant, de toute manière, qu'est-ce que vous allez vendre une prestation de service qui est du même cadre qu'une prestation que pourrait faire EY. Aujourd'hui, on est partenaire d'EY. Aujourd'hui, le mouvement des juniors entreprises, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est des étudiants. Des étudiants qui vont de la L3 de 18 ans à 25 ans. Donc, faites confiance aux jeunes qui veulent lancer leur junior entreprise. Les juniors entreprises, il n'y en a pas dans toutes les écoles. Il y en a qui veulent la créer. Faites-leur confiance. Laissez-leur prendre des risques. Ils le font dans un environnement qui est sain. Et le but, c'est au contraire qu'ils apprennent. Donc moi je pense que quand je suis arrivé dans ma junior entreprise, j'ai fait 2 ans. Ce qui m'a manqué au début, c'est que la relation avec le staff de l'école, pour changer de terme, était pas au beau fixe. Ensuite on a eu un changement de direction. On a eu Madame Delphine Manceau qui est arrivée à la direction générale de Neoma et Madame Sylvie Jean qui a pris la direction du programme Grande École. Et là on a vu un changement incroyable. Parce que là, on a eu Madame Sylvie Jean qui en connaît la GE de l'EDEC, qui est une GE qui est assez grosse, et qui nous a dit, mais clairement, la GE, c'est quelque chose où vous allez apprendre énormément de choses. Et elle nous a fait confiance, et en 1 an, on a obtenu la norme ISO 9001, parce qu'on a eu un soutien de notre administration. En 1 an, on a recruté plus 10 personnes. En 1 an, on a fait plus 13% d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand le staff de l'école vous fait confiance, quand votre environnement vous fait confiance, c'est là que vous allez créer donner le meilleur de ce que vous pouvez faire et aller le plus loin possible. Je sais pas, à Centrale, c'est très entrepreneur. Je ne sais pas Supélec. Mais à Centrale Supélec, la GE est énorme. Donc, la GE de Centrale Supélec, c'est une GE qui a gagné plusieurs prix d'excellence, qui a été plusieurs fois la meilleure junior entreprise de France. Vous l'avez fait exprès pour qu'il dise ça, hein, c'est ça, un petit peu. Non, mais c'est une très très bonne GE. Faites confiance à Arthur, le président actuel. C'est quelqu'un qui a envie de faire de très belles choses. Bon, je vous laisse tous les deux. Ah, mais avec plaisir. Émilie, vous vouliez dire un... Non, moi ça remonte à plus longtemps, mes études, donc c'était pas tout à fait... Moi, ce que je vois, en tout cas, pour être très proche des étudiants aujourd'hui, je trouve que ce qui est très bien, c'est qu'ils ont de plus en plus de stages à faire. Alors, on en faisait déjà à l'époque, mais là, il y a vraiment en start-up. Il y a même des écoles qui forcent à aller en start-up. Et donc, du coup, pour ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est assez intéressant de venir sur des stages plus courts pour voir aussi comment ça se passe et pas connaître uniquement que la grande entreprise, qui est intéressante aussi, mais il faut aussi varier les expériences. Donc ça me paraît très bien et il faut pousser dans ce cadre-là.
et pousser aussi dans le cadre de favoriser le lien avec les professionnels, ce que je vois au quotidien et qu'on met en place avec eux au quotidien. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Et puis toujours pousser les étudiants à se rendre compte des différentes opportunités et faire leur choix. Et puis se lancer et être vraiment au contact le plus possible. Alors là, c'est pas le cas d'une grande école, en ce qui me concerne, mais quand on passe le tamis, finalement, vous êtes dans la situation la moins favorable. Il n'y a pas des grandes écoles, il n'y a pas de système autour de vous. Vous êtes un peu avec votre énergie pour motiver. Qu'est-ce qui manque? Si je prends la question de madame. Si je devais résumer une chose, parce que ça peut éclairer aussi. Déjà, il manque beaucoup de choses, mais... Non, il manque beaucoup de choses, mais ce qui manque, c'est surtout les réseaux. Les bons réseaux, c'est de pouvoir créer la passerelle entre ce qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer quelque chose de nouveau. Tout est déjà, l'écosystème est déjà en place et tout est présent. Maintenant, il faut juste mailler tout ça. Créer des passerelles directes, sans intermédiaire, et que les gens puissent se parler. Et ça, c'est très important. Nous, nos formations, on ne les fait jamais dans les quartiers. On les fait toujours à l'extérieur des quartiers, dans des environnements économiques. Vous êtes allé à l'ESSEC d'ailleurs, en fait? J'en profite, puisque la représentante de... Il est venu chez vous déjà, Moussa? Non, on n'est pas allé. Le prochain atelier, hop, direction on aimerait bien. Campus en de plus, l'ESSEC. actuellement, on a une promotion à Cergy-Pontoise. Donc, et vous serez les bienvenus. Ça serait bien. Eh ben, moi, j'ai réussi ma journée. Voilà, j'ai organisé un petit atelier des déterminés. Et c'est vrai que par rapport à quelques années, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont aussi entre écoles de commerce et écoles d'ingénieurs, où il y a énormément de choses qui sont mises en place, des choses qui sont faites pour trouver des associés, des choses qui sont faites où on est amené à venir parler de ce qu'on fait. Moi je suis associée avec un centralien, et donc du coup souvent on nous demande d'intervenir aussi pour expliquer comment on a fait ce mélange-là et le fait de trouver des personnes qui sont complémentaires. Monsieur tout à l'heure disait que quand on faisait, il est parti, que quand il avait des étudiants qui postulaient, enfin ou des personnes qui postulaient et qu'il y avait 3 personnes qui venaient de la même école, ben, c'était un critère négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est fait pour nous aider aussi à rencontrer des personnes qui viennent de différents parcours et à aider à favoriser ça et à favoriser la diversité aussi dans les cofondateurs, qui est très importante pour la suite. C'est bien. C'est bien. On a fait des bonnes choses aujourd'hui. Hein. André, je crois qu'on est pas mal. Hein. Il est 17h42, 43. On doit arrêter à 17h45. Quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, j'ai envie de vous dire que je vous aime, comme vous êtes là. Je trouve super. Et d'ailleurs, j'ai toujours considéré que les grandes écoles faisaient un boulot épatant. Il serait temps que la France le reconnaisse, parce que parfois on leur tape un peu dessus. Bêtement. Je le dis comme journaliste, je l'ai constaté depuis des années, parce qu'elles font pas mal de choses. Monsieur Boissin, je sais que vous êtes universitaire, mais c'est vrai que les écoles font pas mal, et comment les universités aussi, et tout le monde doit s'engager vers ce mouvement pour créer encore plus de boîtes et d'entrepreneuriat. Voilà ce que je pense. Ça n'a aucun intérêt, mais c'était une petite conclusion personnelle. Merci beaucoup. Bonne journée.